Je vous présente ce qu'on a mené en région Centre pour faciliter les relations entre apiculteurs et forestiers. Euh, c'est basé sur un partenariat que nous avons construit avec le CNPF Île-de-France Centre Val-de-Loire et avec le soutien du Conseil régional Centre Val-de-Loire avec qui on a des relations très anciennes et qui a été intéressé par ce projet et qui est venu nous soutenir d'une façon un peu originale. C'est la première fois qu'on nous proposait cet outil. Le Conseil régional a lancé un appel à projet pour promouvoir la communication de pratiques favorables aux abeilles en ciblant les forestiers et en apportant une enveloppe d'aide publique de 10 000 euros avec un taux d'intervention à 50%. Et on a défini en fait conjointement avec le conseil régional le contenu de cet appel à projet avec quelques points importants, la sensibilisation des forestiers, la transmission de pratiques favorables, la mise en relation apiculteurs-forestiers et faciliter l'accès aux ressources. Et donc, c'est à ce moment-là que le CNPF s'est proposé pour cet appel à projet, en répondant vraiment point par point au cahier des charges et en terminant par une proposition d'élaboration d'une charte de bonnes pratiques entre apiculteurs et forestiers. Et donc, cette proposition a été retenue et ça s'est traduit par un certain nombre de réalisations communes entre l'ADAPIC et le CNPF. Tout d'abord, on a donc évidemment une réunion de préparation, d'échange pour mieux se connaître, et ensuite la mise en place de 6 réunions, une par département dans la région, de réunions sur le terrain qui ont permis de réunir à la fois des forestiers et des apiculteurs en 2020 et 2021. Et donc ces 6 réunions ont permis de rassembler 103 participants, avec à chaque fois une animation conjointe CNPF-ADAPIC. Et ces réunions ont été en fait très riches parce qu'elles ont permis une meilleure connaissance réciproque, l'identification de points communs et des découvertes. Alors, par exemple, pour les forestiers, beaucoup nous ont dit on a baissé les yeux. C'est-à-dire que pour la première fois, mais on les a invités en fait à regarder la strate herbacée, qu'un forestier n'a pas l'habitude de regarder. Regarder également les arbustes, les haies, qui ne sont pas des points essentiels pour eux, en tout cas dans leur gestion sylvicole. Pour les apiculteurs ont pu percevoir le temps long de la gestion forestière, qui n'est pas du tout celle d'une saison apicole. Et des points communs aussi pour des préoccupations, par exemple autour du châtaignier, des points communs aussi sur la structuration de ces filières, puisqu'en fait, chez les propriétaires forestiers, on a une grande diversité dans les profils de forestiers, dans les tailles d'exploitation, et on peut faire des comparaisons assez faciles entre ces deux filières par le côté apiculteur amateur, apiculteur professionnel, et de la même façon du côté des forestiers. Voilà, donc ça, ces 6 réunions ont été vraiment intéressantes et elles ont permis aussi d'identifier un petit noyau dur en fait, de forestiers et d'apiculteurs qui avaient envie de s'investir dans la suite du projet, qu'on a réunis et ils ont travaillé en fait sur la rédaction d'une charte de bonnes pratiques. Donc ça, c'est un travail de 2021 qui a abouti à la publication de cette charte co-rédigée. Je vous ai mis l'en-tête là juste en dessous et qui, du coup, aujourd'hui est sur nos sites internet respectifs. Cette charte, elle avait donc pour but de faciliter la coopération, et une coopération juste et de qualité entre les apiculteurs et les forestiers. S'agissant d'un outil non contractuel, hein, c'était vraiment plutôt un outil d'aide pour formaliser un accord. Donc c'est un outil qu'on donne à l'apiculteur, au forestier pour faciliter les échanges autour de la mise à disposition d'un emplacement. La charte, elle comprend plusieurs parties. Une partie sur les engagements du propriétaire. J'ai vraiment simplifié, hein, mais la mise à disposition d'un ou plusieurs emplacements en décrivant un certain nombre d'éléments, autoriser l'apiculteur à retirer ses ruches tout au long de l'année, un certain nombre d'éléments communiqués à l'apiculteur, comme les coordonnées, mais aussi les travaux sylvicoles, les modifications de peuplement, les chasses. Voilà, nous, en région centre, on a la Sologne, qui est quand même un territoire de chasse très important. Informer les chasseurs et les intervenants extérieurs de la présence des ruches sur les propriétés. Et puis, on avait un point de vigilance sur l'assurance du forestier. Il avait intérêt à s'assurer que c'était compatible avec l'accueil des ruches. Sur la partie engagement de l'apiculteur, on avait en tout premier point, évidemment, le respect de la réglementation en vigueur, que ce soit distance, assurance, etc. Se mettre d'accord en concertation avec le propriétaire sur l'emplacement, prendre à sa charge les aménagements de l'emplacement avec l'accord préalable du propriétaire, vérifier de son côté, par le bouche à oreille, de la présence éventuelle d'autres ruches à proximité.
et de s'engager à ce que les interventions sur les ruches soient réalisées exclusivement par l'apiculteur et son personnel. Et enfin, un certain nombre d'éléments à communiquer aux propriétaires. Euh, voilà. Et on avait à la fin un point sur la contrepartie en pot de miel, en donnant un ordre d'idée, sachant qu'après, c'est vraiment chaque apiculteur établit cette information avec son propriétaire, et en rappelant que l'apiculteur souvent va fournir un panachage des miels et pas seulement le miel produit sur le site. Et puis on avait quelques petits points divers comme le cas des ruchers d'hivernage et puis quelques points de vocabulaire parce qu'on s'est bien aperçu que pour les forestiers, les termes apicoles n'étaient pas forcément évidents et que ça facilite la communication ensuite de les avoir définis. Voilà, donc c'est un travail qui a bien fonctionné. On a eu des retours très positifs et en fait, ça nous a poussé avec le CNPF à réfléchir à faire plus que ce qui était prévu et à créer un outil qui permette de faciliter la mise à disposition d'emplacements. Parce que beaucoup de forestiers étaient motivés pour mettre à disposition des emplacements et en fait, on ne voulait pas se retrouver avec des mises en relation un peu informelles. Et donc, on a été vers un outil, un simple Google Form, hein, mais qu'on a pas mal travaillé avec le CNPF en 2022, qui permet, avec un document unique, en fait, à la fois un propriétaire de signaler des emplacements et à la fois un apiculteur d'indiquer qu'il recherche dans un secteur des emplacements en zone de forêt. Donc ça, c'est un service qu'on réserve à nos adhérents qui fait l'objet d'une diffusion dans chaque newsletter. Et lorsqu'on a des demandes d'apiculteurs qui ne sont pas, auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas de proposition dans le secteur du côté des forestiers, le CNPF va relayer l'information de son côté via ses canaux de communication habituels. Et on a eu en 2025 une proposition d'un réseau qui s'appelle le réseau Chloros, qui regroupe les conseillers forestiers, qui nous a proposé de rajouter quelques propositions dont ils avaient connaissance par leur activité. Je vous ai fait un petit zoom sur voilà, à quoi ressemble ce questionnaire. Hein. C'est vraiment tout simple. On l'a voulu rapide à remplir pour ne pas décourager le forestier qui voudrait proposer un emplacement. Donc, il permet de recueillir en fait quelques éléments importants et ensuite vraiment à charge à l'apiculteur et au forestier de se mettre en relation et d'échanger pour voilà, préciser beaucoup plus l'emplacement qui est proposé. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais voilà, le forestier, on va lui demander de situer en fait l'emplacement. Est-ce qu'il y a déjà des ruches sur la propriété? Est-ce que l'emplacement est facilement accessible? À quelles conditions? Et puis, il a un bloc de commentaires où il peut préciser d'autres éléments. Et nous, de notre côté, côté Adapic, on a donc ce que je vous disais, hein, on publie chaque mois dans la newsletter les emplacements disponibles et on ajoute un lien qui permet d'aller vers une carte avec le détail des communes concernées. Et ensuite, l'apiculteur va nous contacter en nous disant bah voilà, tel emplacement pourrait m'intéresser. Et donc, on va lui donner les coordonnées du forestier. Charge à lui ensuite d'établir le contact et d'échanger en utilisant justement cette fameuse charte de bonne pratique qui peut le guider dans les échanges. Et je vous ai mis quelques chiffres. Donc, depuis la mise en place de cet outil, on a reçu 65 propositions d'emplacement par des forestiers. On a 60 demandes d'emplacement qui nous ont été transmises par des apiculteurs, ce qui nous a permis de faire 85 mises en relation. Pourquoi on en a plus que le nombre de propositions? C'est que parfois un emplacement va être proposé à un apiculteur, puis finalement il va nous dire que ça ne l'intéresse pas, et on va le remettre dans les propositions et on va le redonner à un autre apiculteur. Donc à ce jour, on a sur ces 85 mises en relation, on en a 21 qui ont été confirmées, qui ont permis d'aboutir à la mise à disposition d'un emplacement. On en a une vingtaine qui sont en cours en absence de retour, parce que c'est toujours un peu compliqué d'avoir les retours des apiculteurs. Et puis on en a 44 qui n'ont pas fait l'affaire. Sachant que comme on demande peu de précision aux forestiers, ça nous semble tout à fait normal qu'un certain nombre d'emplacements s'avèrent finalement non utilisables par l'apiculteur. Et ce travail qu'on a mené avec le CNPF, en fait, s'est poursuivi ensuite de façon multiple, en fait. D'une part, en impliquant, ça nous a permis d'impliquer le CNPF et FIBois, qui est l'interprofession bois, dans un travail sur l'acacia, un travail qu'on a mené avec l'ITSAP en 2022-2024. Nos deux filières participent désormais de façon croisée au comité régional de filière, c'est-à-dire que moi je participe au comité de filière forêt-bois en région centre et on a un représentant de FIBois qui participe à notre comité de filière apicole. Le CNPF et FIBois sont devenus des interlocuteurs spontanés quand on a une question en lien avec la forêt.
on se tourne forcément vers eux et ils le font de même pour l'apiculture. Et on a eu l'occasion de faire des interventions croisées dans des journées techniques et des événements réciproques. On a pris l'habitude de relayer spontanément des informations dans nos newsletters réciproques en lien avec la forêt pour nous et eux l'apiculture. Et on a eu aussi, par rapport à cet outil de mise en relation apiforestier, des sollicitations de filières agricoles qui l'ont trouvé intéressante. Et donc là, on commence à réfléchir à dupliquer cet outil vers le monde agricole, soit par la clé d'entrée filière, soit en communiquant largement l'outil à des agriculteurs qui pourraient spontanément proposer des emplacements. Et voilà, et je pense que je suis dans le timing, Noémie. Merci pour votre attention et merci évidemment au CNPF et à la région Centre qui nous ont soutenus dans ce projet. Merci Elisabeth. Une petite séquence de questions-réponses. Donc, je vous rappelle pour l'ensemble des présentations sur cette thématique. Donc, la présentation de Fabrice sur l'état des lieux en Europe, les présentations autour d'Agorapi, donc Fabrice, Axel et puis le témoignage de Lucille, et puis donc la dernière intervention d'Elisabeth. Karen pose la question de savoir si ce type de démarche peut-il être étendu à d'autres régions et à l'initiative de qui? Donc là, je pense que la question s'adresse à Elisabeth. Alors, il me semble que l'ADA Île-de-France l'a mis en place également, sachant qu'en plus, le CNPF n'a pas tout à fait le même découpage géographique que nous. Et donc, nos interlocuteurs CNPF sont Île-de-France et Centre-Val de Loire. Donc, spontanément, quand on a des propositions de forestiers Île-de-France, on les renvoie vers l'ADA Île-de-France. Après, pour les autres régions, je ne sais pas si ça peut s'étendre, mais j'imagine le CNPF est très structuré au niveau territoire. Oui, si tu nous as indiqué que les conseillers forestiers étaient associés via leur réseau à cette initiative, peut-être qu'il faut contacter les antennes régionales pour prendre. Alors attention, le réseau Chloros, c'est vraiment un réseau privé de conseillers forestiers qui interviennent auprès de propriétaires, alors que le CNPF est plus l'équivalent du NADA, en fait. D'accord, ah oui, j'avais pas compris. Okay. Ouais. D'accord. Moi, j'ai une question, sur la même thématique concernant Agorapi. Si quelqu'un souhaite engager une concertation mettant en avant ce jeu, cette méthode, est-ce que c'est possible? Quelles sont les conditions? Alors, donc je l'ai dit peut-être un petit peu rapidement à la fin du film, donc là on est dans une phase où il y a eu ces tests en 2025 et là on arrive pour 2026 à finaliser l'outil, donc en gros pour dire de créer les boîtes, fabriquer les boîtes de jeu et d'associer en fait cette finalisation à une formation des personnes qui souhaiteraient prendre en main l'outil. Donc les ADA sont évidemment ciblés comme étant des structures porteuses localement. Et donc là, on a la possibilité, donc j'en profite pour le dire, mais ça circule un petit peu au sein du réseau directement, d'organiser des sessions cet hiver, là, jusqu'en mars, tant que les acteurs participants peuvent être disponibles. Donc voilà, nous on est à l'écoute et puis courant 2026, la sortie du jeu, l'organisation d'une formation pour que les structures soient plus autonomes. Alors évidemment, les espaces protégés sont aussi intéressés par cet outil-là et par d'autres qui peuvent mettre en place, mais en tout cas celui-ci. Et là encore, il y a une coordination à prévoir. Et l'idée, c'est bien d'avoir des binômes aussi co-animateurs quelque part, en tout cas de bien informer les, les structures apicoles qui peuvent aussi co-animer. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors peut-être un mot par rapport à la réflexion de Karen là, sur le QER. Je suis en Occitanie, j'ai contacté l'ONF sans retour de leur part.
Alors moi, je vous invite à en parler aussi à l'ADA Occitanie, hein, qui peut être en contact aussi avec des personnes de l'ONF. C'est pas forcément évident avec l'ONF, il y a une centralisation aussi de certaines réglementations. Et donc c'est aussi, ils font partie de ceux qui ont régulé aussi l'accès à leur massif. Ça a été très tendu en 2024, ça s'est un petit peu détendu en 2025. Mais là, encore une fois, il faut favoriser les échanges et en parler aussi à vos ADA, puisque nous, on a mis en place un questionnaire volontaire que les chargés de mission ont la capacité de renseigner après un petit entretien. Ça nous permet de collecter aussi les situations, les cas, pour pouvoir avoir un petit peu de matière, hein, pour pouvoir en parler, puisqu'on a un petit peu du mal aussi à avoir une vue d'ensemble des situations que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Peut-être que je peux préciser, bien faire la différence entre ONF et CNPF. L'ONF correspond à la forêt publique et le CNPF regroupe les forestiers privés. Et selon les régions, l'un ou l'autre peut être plus ou moins intéressant en fait. Chez nous, la forêt publique est peu mellifère. Donc on avait privilégié le travail avec le CNPF parce que la forêt privée, en revanche, est une ressource importante pour nous.